historiquement, ce qui vient des États-Unis vient en France, avec un léger délai. La Révolution américaine a précédé la Révolution française. Les émeutes de Berkeley ont précédé les émeutes de mai 68, etc., etc. Et dès que vous avez une idéologie qui part de France, comme la French Theory, elle revient ensuite en boomerang. C'est ainsi. Et donc là, à mon avis, on est dans le même cas, sauf que je pense que la tempête Trump, le moment Trump, comme diraient les politiciens, il a son moment. Elle a son moment. Et en général, le moment ne dure pas. Sauf que là, en fait, il a fait bouger la tectonique des plaques. J'avais dit la dernière fois, quand la tectonique des plaques se met à bouger, il suffit d'un doigt pour faire levier. Et là, c'est un gros doigt. Et la tectonique des plaques, elle s'affole. Parce que il apporte à l'Amérique, et par voie de conséquence au monde, plusieurs révolutions idéologiques qui vont être des séismes. On les énumère. La première révolution idéologique, c'est la fin du mondialisme. Il met fin au mondialisme. Qu'est-ce que c'est que le mondialisme ? Le mondialisme, né dans les années 89-90 avec le traité de Marrakech, qui instaure l'Organisation mondiale du commerce, c'est la prime au consommateur sur le producteur. C'est la fin des protections, c'est la fin des barrières, c'est la fin des droits de douane, c'est la fin des frontières, c'est la fin de l'idée que la nation est un espace économique pertinent. Et c'est l'avènement des chaînes de valeur globale. J'ai lu avec attention le discours de l'impératrice von der Leyen à Davos, dans le temple de Davos. Et c'est très ennuyeux parce que c'est un discours de fonctionnaire en fait, de commissaire ou de commissionnaire. Mais elle dit à un moment donné, en versant une larme, parce qu'elle pressent la situation à venir, et dit « Ah, les chaînes de valeur globale, il n'est pas rare, je cite, mais vous pouvez retrouver le texte, il n'est pas rare qu'une puce soit conçue aux États-Unis, puis fabriquée à Taïwan avec des machines européennes et qu'ensuite elle soit conditionnée en Asie du Sud-Est et finalement assemblée en Chine. » Ça, c'est fini. Ou presque fini. En tout cas, c'est fini du côté américain et les autres vont suivre. Pourquoi ? Parce qu'on va passer au protectionnisme. Le protectionnisme, j'ai dit, le mondialisme, c'est la prime au consommateur. Le protectionnisme, c'est l'inverse, c'est la prime au producteur. C'est-à-dire, on retrouve les protections, les barrières, on protège le producteur. Et la nation redevient un espace économique pertinent. Il y a une phrase de Trump qu'il faut méditer, qui est très intéressante, et qui est la suivante. Jusqu'à présent, on taxait les citoyens pour enrichir les pays étrangers. Avec moi, et désormais, on va taxer les pays étrangers pour enrichir les citoyens. C'est la définition du protectionnisme. Parce qu'il veut recréer une industrie, etc., etc. Ça, c'est le premier tremblement de terre. Le deuxième tremblement de terre, c'est la fin du multilatéralisme. Les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément des spécialistes du droit international, mais c'est très facile à comprendre. Le multilatéralisme, c'est ce qui s'est passé après-guerre. Depuis la guerre, il y a tout un système institutionnel qui est en train de s'effondrer. Ce système institutionnel, c'est-à-dire l'ONU, l'OMC, l'OMS, la CPI, la Cour internationale, les accords de Paris, etc. Voilà. Pourquoi ? Parce que Trump a décidé de pratiquer ce qu'on appelle l'unilatéralisme, ou encore la diplomatie transactionnelle, c'est-à-dire je parle avec toi, on ne parle plus à trois, je parle tout seul. Moi je parle avec toi, je parle avec toi. Bon.
en espérant des avantages supérieurs que si on est ensemble dans la même pièce. Et ça, c'est un âge complètement nouveau. En fait, on assiste à 3 phénomènes incroyables dans la vie internationale. Le premier phénomène, c'est le retour des logiques de puissance avec des États qui se rêvent en empire. Trump, il rêve de ce que Raymond Aron appelait la République impériale, en tout cas sur son continent, avec la doctrine Monroe que j'ai citée tout à l'heure. Poutine rêve de l'accès aux mers chaudes, comme dans l'Empire russe. Le sultan Erdogan rêve de l'Empire ottoman. Les Iraniens rêvent de l'Empire perse. Et la Chine rêve de l'Empire du Milieu. Donc on va vers cette logique des rivalités géostratégiques. Le deuxième élément, je viens de le dire, c'est l'effondrement du système institutionnel, donc il n'y a plus personne pour réguler les conflits. Et le troisième phénomène dont j'ai déjà parlé ici, ce sont les pièges de Thucydide. Vous savez, Sparte et Athènes, quand il y a une nation déclinante mais encore puissante, qui voit une nation montante et qui est encore prenable. Vous voyez, soldat va dire à Sparte, passant va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois, la guerre du Péloponnèse, etc. Et là, en fait, on a le piège de Thucydide. En fait, il est obsédé par une chose. Il ne nous regarde pas, nous. Il regarde la Chine, Trump. Voilà. Et donc ça, c'est le deuxième élément, la fin du multilatéralisme. Troisièmement, la fin du multiculturalisme. Ça nous intéresse de plus en plus. Le multiculturalisme, c'est ce que Mathieu Bock-Côté, le seul sociologue que j'ai envie d'écouter au monde, et qui dit, je crois que c'est lui qui a eu cette formule, l'Amérique était le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Tout est dit, le wokisme, etc., etc. Bon. Il ne faut pas croire que ça va s'arrêter. La phrase de Trump, elle va franchir l'Atlantique. Et donc je comprends qu'Elisabeth Borne et toute la bande des wokistes du gouvernement paniquent, parce que le LGBT, c'est pas des jours heureux pour eux. Vous voyez, on va revenir au bon sens. Et puis enfin, l'État profond. Qu'est-ce que l'État profond ? Parce que dans les lettres que je reçois, les gens disent, on ne sait pas, vous parlez d'État profond. Alors l'État profond, c'est simple, c'est des hauts fonctionnaires qui restent en place et qui regardent les alternances en se marrant. C'est-à-dire que l'État profond, c'est une entité pérenne qui survit aux alternances et qui impose l'idéologie des ingénieurs sociaux de Saint-Simon, c'est-à-dire on fait la cité sans frontières et on ne se préoccupe pas du tout de ce que les politiques peuvent penser. L'État profond par excellence, chers amis, l'État profond des États profonds, c'est l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'État profond n'est pas élu. L'Union européenne n'est pas élue. La Commission de Bruxelles, elle n'est pas élue. Elle fait ce qu'elle veut. Et vous savez, quand on a une entité qui n'est pas élue et qui est loin du peuple, elle est guettée par la corruption. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et on y vient justement, Philippe de Villiers, vous me faites la transition, puisque Emmanuel Beretta, journaliste du Point... Dans votre incroyable, je me demande si vous n'êtes pas journaliste, en fait. C'est la grande question. Oui. Peut-être un avenir. Peut-être il y a de la concurrence, ils ont besoin de la respiration artificielle.